Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Ravi de vous retrouver pour débuter cette nouvelle année tous ensemble. Bonne année à tous. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Et puis bonne année et pomme sautée, comme on dit à cette saison. Voilà. Alors encore une année, sautées, ça va être en février. On fêtera nos 5 ans. À faire l'émission. Mais incroyable, 2026, j'ai du mal à réaliser en fait. On est déjà en 2026. On va fêter nos 5 ans. Oui. C'est chouette. Ouais, vous les faites pas. Allez, au programme de cette première année de l'année 2026, on va parler des évolutions du contrôle technique. Oui, alors on va passer en revue tout ce qu'il va y avoir de nouveau dans le monde de l'automobile en 2026. Il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles. J'allais même dire, il y a presque que des mauvaises nouvelles. Une exception près dans l'émission. Exactement. Bon, on aura avec nous Sylvain Resser, qui est le rédacteur en chef adjoint du service auto du groupe Figaro. Il est auteur, il est passionné de voitures anciennes. Vous connaissez Sylvain, on l'a souvent comme invité. Il est membre également du jury de la voiture de l'année et il vient d'arriver dans ce studio. Il a avec encore de la neige sur ses souliers. Voilà. Quelle élégance, Sylvain Resser. Donc on va parler des stupéfiants impliqués dans 20% des accidents mortels de la route. Exactement. On va parler de l'écologie punitive. Bah non, c'est l'écologie confiscatoire. Oui, on pour était 2026. auparavant dans l'écologie punitive. On passe dans l'écologie confiscatoire. Un seul chiffre, 80 000 euros de malus maxi. C'est du grand n'importe quoi. Puis, comme vous avez décidé de continuer l'année en humour, eh bien, vous allez nous proposer de la technologie et l'écologie qui s'emparent des boudins en 2026. Et là, vous ne parlez pas de moi, sinon je vous en colle deux. Exactement. On parlera de Rétromobile qui aura lieu au mois de février. On parlera des anniversaires des voitures anciennes tout au long de cette année 2026. On parlera de l'augmentation du prix des péages. Alors on pourrait dire, oh là là, encore. Et bien là, la bonne nouvelle. Et ben voilà, bonne nouvelle, ça augmente, mais moins que l'inflation. Donc quelque part, voilà. Et puis on parlera du fameux paquet automobile de la Commission européenne. Est-ce que passer de 100% de voitures électriques en 2035 à 90%, c'est un cadeau? Eh bien, vous verrez que pas forcément. Voilà. Alors, on va en faire un point sur tous ces sujets. Puis vous êtes les bienvenus dans On parle auto, vous le savez. Alors, soit vous nous écrivez je participe @sudradio.fr. Vous pouvez aussi rejoindre la page Facebook de Sud Radio. On va être totalement honnête et transparent. Cette émission est enregistrée. Oui, donc il est possible qu'il y ait quelques... Vous savez, l'État aime bien, au moment où tout le monde est encore un peu sous anesthésie entre Noël et le jour de l'an, vous voyez, encore des relents, des festins, nous sortir 2-3 lapins du chapeau, des choses qui sont absolument inacceptables, mais personne ne dit rien puisque... tout le monde est en fête. Exactement, donc il est possible qu'il y ait une ou deux variations par rapport à ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Alors évidemment, vous savez, on parle auto toute la semaine sur Sud Radio, puisque Sud Radio est la radio également qui aime l'automobile, donc vous serez informés régulièrement de ce qui se passe. Allez, c'est parti, on va parler tout de suite des évolutions du contrôle technique. Qu'est-ce qui nous attend pour 2026, qui vient de commencer? Bonne année encore à tous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et j'étais partie là-bas. Vous l'avez entendu, c'est notre ami Sylvain Resser qui est arrivé. Comment ça va, Sylvain? Bonne année. Très bien, et vous? Bonne année, Sylvain. Oui. Ravi de commencer cette année avec vous. Vous savez à quel point je vous apprécie, jeune homme. C'est gentil. Comment va votre dame, Karine? Elle va bien. Vous l'embrasserez pour moi aussi. Voilà, bon, ça serait bien. Bon, vous savez que bonjour à Laurent. Aussi, Sylvain et Karine, pourquoi je les adore, au-delà des gens extraordinaires. Sylvain aime les voitures, moi aussi. Karine fait dans le vin, et j'adore ça aussi. Bon. Bonjour et Laurent Palmier aussi aime les voitures et le vin. Bonjour Laurent Palmier, PDG du réseau Sécuritest, groupe SGS, qui est leader du contrôle technique en France. Laurent, qui est un habitué aussi de cette émission, qui va l'être encore pour 2026, puisqu'il continue à être partenaire de l'émission. Et on en remercie. Oui, les évolutions du contrôle technique, on en a déjà parlé avant la fin de l'année dernière. Il est possible, justement, ce qu'on évoquait à l'instant, qu'il y ait quelques modifications entre l'enregistrement et la diffusion. Pour l'instant, le défaut critique pour les voitures équipées d'airbag Takata, Laurent, ça tient toujours. Ah oui, ça tient. Alors je vous souhaite tous mes bons voeux pour cette nouvelle année quand même, à vous tous, à toute l'équipe et puis à tous ceux qui nous écoutent. Oui, le Stop Drive Takata qui arrive depuis le 1er janvier se met en place progressivement. D'accord. Ça veut dire, on va rappeler, ceux qui ont des voitures avec des airbags Takata, potentiellement
1,3 million de véhicules. Au moment où ils vont aller au contrôle technique, normalement, ils n'auront plus le droit de circuler le lendemain du contrôle technique. Ils peuvent circuler jusqu'au soir et le lendemain, ils n'auront plus le droit de rouler. Oui, c'est le principe de la mise en place de la défaillance critique. Ça existe depuis mai 2018 dans notre profession. C'est pas quelque chose d'hyper fréquent et c'est la première fois que c'est mis en œuvre pour une opération de rappel constructeur. D'accord. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des gens qui passent au contrôle technique et que ça se passe un peu mal avec les contrôleurs si on leur indique qu'ils ne pourront plus se servir de leur véhicule, d'autant qu'il y en a qui de bonne foi ont pris rendez-vous pour changer les airbags et on leur dit ça va être au 2e semestre. Sauf que c'est pas de la faute des contrôleurs. J'espère que les gens ont l'intelligence de penser que c'est pas la faute du contrôleur. Ouais, mais là vous jouez un peu le rôle de la police quelque part. Oui, effectivement, on se dit les choses dans votre émission habituellement. Oui. Les textes réglementaires ont été mis en consultation publique au mois de juillet l'année dernière. Nous, on avait demandé à ce que ces textes paraissent rapidement à l'automne pour avoir le temps d'expliquer à tous les utilisateurs, usagers de la route, ce qu'ils devaient faire avec cette histoire d'airbag Takata. Finalement, le texte est sorti le 9 décembre, application du 1er janvier. Ça veut dire que bon nombre d'utilisateurs vont découvrir en arrivant dans les centres de contrôle cette problématique. Je pense notamment à nos amis des territoires ultramarins parce que eux, ils seront en stop drive pour tous les véhicules équipés d'airbag Takata. Il n'y a pas d'histoire de date de mise en circulation pour les DROM et pour la Corse. Laurent Palmier, on va juste dire que stop drive en français, ça veut dire interdiction de conduire. Rouler, voilà. Vous auriez... Alors ok, c'est un mot anglais, mais on aurait pu trouver un mot français, quoi. Mais bon. Bon, est-ce que les gens respectent le stop drive? Très honnêtement, on n'est pas sûr. Je pense pas du Sylvain tout. Resser, non, mais comment voulez-vous qu'ils fassent? En fait, déjà, le problème, c'est que les gens savent pas qu'ils ont forcément un airbag Takata dans leur voiture. Ils le découvrent finalement quand ils arrivent au contrôle technique. Malgré les campagnes de communication. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi une part de responsabilité de chacun. Même moi, je ne vais même pas aller voir si la mienne, elle y était. Et même si on va voir sur le site officiel pour savoir si son véhicule est concerné, on ne sait pas s'il est en stop drive ou s'il est conseillé de remplacer l'airbag. On est d'accord, Laurent? Alors si, apparemment, il y a une mise à jour qui est en cours. Alors, on a souvent stigmatisé les marques du groupe Stellantis, mais il y a 23 marques qui sont concernées. D'accord. Donc en réalité, quand vous avez le doute, vous tapez sur un moteur de recherche Takata Rappel, vous tombez sur le site de l'État, vous rentrez le 17 numéro de votre VIN, votre numéro de série, et puis vous allez vérifier de suite si vous êtes dans le champ des opérations de rappel, sachant que tous les airbags Takata ne sont pas en rappel. C'est certains modèles de certaines chimies qui sont utilisées dans les airbags qui effectivement doivent être remplacées. Attends, excuse-moi Jean-Luc. Laurent Palmier vient nous dire tous les airbags Takata ne sont pas en rappel. C'est certains d'entre eux. Oui, parce que ça dépend des chimies. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça n'a pas été dit au départ. Donc il y a plein de gens qui pensent avoir un airbag Takata défectueux alors que c'est peut-être pas le cas. C'est un bazar sans nom cette histoire quand même. On va espérer que ça se réglera. Ouais, on va espérer que ça se réglera l'année prochaine. Enfin, cette année plutôt. Bon, pas de contrôle. Une bonne nouvelle. Pas de contrôle annuel. Alors peut-être pas pour vous, Laurent, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle. Pas de contrôle annuel pour les véhicules de plus de 10 ans. Ça, c'est entériné. Ça n'aura pas lieu. On est d'accord. Ça arrange Sylvain Resser aussi. Non, mais ça va pas se régler tout de suite parce qu'on parle d'1 300 000 voitures, mais d'après ce que j'ai compris, de Takata encore, toi. C'est plutôt 1 700 000 voitures. Donc ça va s'échelonner au moins jusque 2027. Oui, c'est pour ça que dire aux propriétaires de ces véhicules-là, vous n'avez plus le droit de rouler avec votre voiture, ça paraît complètement incongru. Mais là, ils se protègent, en fait. L'État se protège en disant, écoutez, nous, on vous avait dit de ne plus rouler avec. S'il y a encore eu des accidents et donc encore des morts, on n'y est pour rien. C'est juste Enfin, je sais pas, Laurent Palmier, ce que vous en pensez, mais je pense que c'est juste, même si c'est pas complètement ridicule, et bien sûr, c'est important, mais là, l'État se protège. Alors oui, il aura fallu pas mal d'années pour que l'État se protège, mais je vais vous expliquer quelque chose qui intervient là à compter du 1er janvier aussi. C'est la collecte des données personnelles de tous les clients qui passent dans les centres de contrôle. Ou les data. Pour les futures opérations de rappel. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un règlement européen qui interagit avec la protection des données personnelles. Et ben dans ce règlement qu'on appelle communément RGPD, il y a un paragraphe spécifique qui s'appelle le 6.1.d. Vous voyez, je commence bien l'année avec les bonnes nouvelles. Ouais. Et dans ce 6.1.d, il est prévu qu'on puisse collecter les données personnelles pour des protections d'intérêts vitaux. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que ce mécanisme de rappel Takata a mis un élément en avant que les constructeurs ne pouvaient pas contacter les clients finaux de ces véhicules aujourd'hui. Et donc pour éviter que ça se reproduise dans le futur, dorénavant, depuis le 1er janvier, on collecte toutes les données clients. Ces données sont transmises en temps réel à l'OTC et sont cryptées. Et ces données pourraient être décryptées dans le futur s'il y a des nouvelles opérations de rappel graves. D'accord. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de traçabilité quand la voiture a changé de Quand main. on a changé 10 fois de propriétaire, 3, 4, ou même 10 de fois. pays parfois. Bien souvent, les gens ne changent pas les cartes grises en plus. Ouais. Donc, c'est impossible de trouver les... Bon, Laurent, les vu propriétaires qu'il de faut ces avancer, voitures-là. parce qu'on est en 2026, mais il faudra avancer quand même assez vite. Donc on l'a dit, pas de contrôle annuel pour les véhicules de plus de 10 ans, pas de renforcement du contrôle de pollution comme ça avait été prévu à un moment. En revanche, il y a quelque chose qui va changer bientôt pour ceux qui roulent à cyclomoteur, c'est qu'on va vérifier à quelle vitesse roule leur engin. Oui, à compter du 1er mars. À compter du 1er mars, les centres de contrôle technique qui contrôlent les deux roues, il y en a la moitié, il y a 3600 centres en France qui contrôlent les deux roues. On contrôlera la vitesse pour les véhicules de moins de 50 cm3 avec un accéléromètre. On va Qui devrait rappeler être à qu'elle est combien ? limitée à Ouais. 45 km/h. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils le font, parce qu'en Voilà. fait... Mais bon, Laurent, on parle vrai sur Sud Radio, on continuera toute l'année à parler vrai. Ils vont pas au contrôle technique, les cyclos, on est d'accord ? Eh ben, c'est un problème. Parce que le contrôle technique est obligatoire. Cette catégorie est dans le champ du contrôle. Alors c'est peut-être de notre faute, collectivement, parce qu'on parle en permanence de contrôle des motos, alors que on a tous roulé avec autre chose que des motos avant d'un jour arriver à la moto. Et les 50 cm3, les 49,9 sont dans le champ du contrôle. Et c'est quoi Donc le on en pourcentage contrôle de ceux qui 10%. vont 10%. Ah ouais, d'accord. Donc On a 10% du parc global Qui vient ? qui concerne cette catégorie L1, alors qu'on on devrait en avoir beaucoup plus. Mais là, je m'adresse plutôt aux parents. C'est-à-dire qu'il faut que les parents s'assurent que leurs jeunes roulent avec des engins en sécurité et qui ne dépassent pas les tests autorisés. Ouais. On va rappeler vite pour terminer, Laurent, qu'est-ce qu'on risque à rouler sans contrôle technique valable ? On risque une amende, tout simplement. Mais le plus gros risque, c'est un risque réel d'état du véhicule. Ouais, de sécurité. Quoi. Les forces de l'ordre peuvent arrêter le véhicule, c'est-à-dire que vous repartez à pied. Oui, c'est vrai. Bon. Mais couvrez-vous bien alors, si vous partez à pied. Merci beaucoup Laurent Pallier. Pas Patrick, n'importe quoi. Encore une bonne année également à toutes les équipes de votre réseau sécurité est du groupe CGS, SGS. On vous embrasse fort. Laurent, c'est le 1er janvier qui passe pas bien. C'est compliqué, ça, je crois que ça se voit. Merci Laurent, à vous tous. on vous embrasse. Allez, dans quelques instants, on va parler des stupéfiants qui sont impliqués dans 20% des accidents mortels de la route et on aura avec nous un docteur, vice-président d'Addiction France pour avoir un regard un peu différent de ce que l'on vous propose habituellement. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et oui, c'était un petit peu provoque de notre part, mais vous allez comprendre pourquoi. On aurait pu en parler juste avant les fêtes de Noël, ce qu'on a fait, mais on en parle aussi après le Nouvel An. Cette problématique des stupéfiants ou de l'alcool au volant, on en parle, c'est un vrai grave sujet. Les stupéfiants qui sont impliqués dans 20% des accidents mortels sur la route, on en parle avec le docteur Patrick Démé, vice-président d'Addiction France. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Oui, bonjour à vous. Et merci d'être avec nous le 3 janvier, puisque c'est l'émission du 3 janvier. On vous souhaite une bonne année. Merci, très bonne année à toutes et à tous. Bon, alors je vais le faire tout de suite, comme ça on sera débarrassé. C'est vrai que les chiffres sont quand même stupéfiants concernant les drogues. L'année dernière, il a osé. En 2024, 3193 personnes qui meurent sur la route. Et quand on regarde dans le détail les causes, en fait, les raisons de cette mortalité, l'alcool, la vitesse excessive, c'est les deux premières, respectivement 29%. Et c'est là que c'est surprenant, dans 15% des cas, les stupéfiants, ça augmente d'année en année, docteur, on est d'accord ? Alors,
ça augmente effectivement un petit peu d'année en année. Ce qu'il faut quand même repérer, c'est que ça fait 40 ans que les 30% de morts sur la route imputables à l'alcool n'ont pas baissé. Et ouais. Je crois qu'il faut voir la réalité des chiffres complètement. Ça aussi, c'est stupéfiant. Excusez-moi du mauvais jeu de mots, voilà. On va le refaire. Je crois que c'est vraiment très important d'avoir ça en tête, ce qui a fait d'ailleurs réfléchir à des mesures un peu plus spécifiques sur l'alcool. L'alcool, c'est malheureusement un sport national en France, hein. Et on ne peut pas dire que les politiques soient très favorables. Il n'y a pas de contrôle d'alcoolémie pratiquement. Écoutez, moi j'ai dû souffler depuis que je conduis, je fais 60 000 km par an, j'ai dû souffler une ou peut-être 2 fois dans le ballon, c'est tout. Il y en a une fois où vous avez soufflé, on était ensemble. Mais et il n'y avait rien. Par contre, il y a une chose qu'il faut dire et qui est importante également, c'est que c'est la première cause, tout confondu, de mortalité chez les 18-25 ans. Tout confondu, c'est-à-dire les maladies, les choses comme ça, c'est l'alcool au volant. Ouais. Et là, on parle des morts. Vous nous avez donné le chiffre des morts. Mais n'oublions pas non plus, docteur Patrick Démé, tous les accidentés graves qui ont des conséquences gravissimes également pour leur vie. Et là, on ne les a pas inclus dans les 3000 et quelques. Alors absolument, là on regarde par le petit bout de la lorgnette qui est celui de la sécurité routière, qui est malheureusement extrêmement préoccupant. Mais quand on regarde globalement l'alcool est depuis toujours le produit le plus dangereux, tant pour le consommateur que pour les autres. Hein. C'est aussi le problème, hein, c'est que c'est dangereux aussi pour les autres. C'est une grosse part de l'activité des tribunaux en France, c'est 42 000 morts tous les ans en France, etc. Et là, pas seulement chez les jeunes, et c'est pas seulement les conducteurs. Ouais. Donc on est vraiment sur une problématique de santé publique qui est mésestimée, qui est ignorée trop souvent, avec des lobbies très puissants de l'alcool, et donc il faut être extrêmement préoccupé par ces chiffres. Encore une fois, depuis 40 ans, on est à 30% des morts sur la route, bien que la mortalité routière ait baissé par tous les efforts qui ont été faits sur la sécurisation du véhicule, sur l'amélioration des infrastructures, sur la ceinture, etc. On peut citer un certain nombre de dispositifs comme ça qui améliorent la sécurité, mais on est toujours à 30% des morts sur la route. Et là, il y a aussi des stupéfiants maintenant. Et puis il y a souvent, là on parle alcool, mais il y a souvent alcool plus stupéfiant. Dans les 30% de morts sur la route que j'évoque, c'est l'alcool, point barre. Ouais. Il y a aussi dans environ 18% des cas de morts sur la route un contrôle positif aux stupéfiants, d'une manière générale, tous les stupéfiants je dirais confondus. Le point fondamental aussi, ce que vous suggérez un petit peu dans votre réponse précédente, c'est que dans 50% des cas de contrôle positif aux stupéfiants, la personne est aussi positive à l'alcool. Donc vous voyez bien. Ouais. Et ce que l'on sait, c'est que globalement, l'alcool multiplie par environ 20 le risque d'avoir un accident mortel. Le cannabis, pour parler d'un des stupéfiants les plus consommés, multiplié par environ 3,5 le risque d'accident mortel. Mais quand on associe les deux, le risque est multiplié par 28, ce qui est absolument préoccupant. Est-ce qu'on peut... Voilà. Est-ce qu'on peut connaître les différences? Parce qu'on voit qu'en France, il y a de plus en plus de consommation de drogues dures. Là, vous parlez du cannabis. Aujourd'hui, on est principalement, ce que j'ai entendu, c'est principalement la cocaïne. Quels effets ont les différentes drogues sur la conduite? Alors, vous parlez de drogue dure. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, drogue dure. D'accord. Drogue dure, ça veut dire quoi? Les drogues les plus dures, c'est l'alcool et le tabac. C'est celles qui tuent le plus de gens en France. D'accord. 80 000 morts pour le tabac, 42 000, je l'ai dit, pour l'alcool. Donc, c'est drogue dure, c'est ça. Les drogues les plus addictives, la plus addictive, c'est le tabac. Hein. Voilà. Souvent, dans les monsieur Démé, monsieur le docteur, on vous perd. Ah oui, on vous perd. Restez avec nous. Allô. Oui, c'est bon, ça y est, vous êtes là. Oui, allô, c'est mieux pour conduire. Hein. Voilà. Joli. Très voilà. beau. Je ne pouvais pas le rater. Excusez-moi. Donc, oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir ces chiffres en tête. Alors, drogue dure, je pense qu'il faut sortir de ce terme de drogue dure qui ne veut pas dire grand-chose.
Comme disait Paracelse, déjà dans l'Antiquité, c'est la dose qui fait le poison. Hein. Mais alors pour en revenir, excusez-moi, docteur Patrick Démé, mais comme on a un temps, comme on a un temps, l'effet des produits. Oui. Voilà. L'alcool, c'est surtout une diminution je dirais, du contrôle. C'est une libération un petit peu des pulsions, diminution de la perception des réalités, diminution de, je dirais, modification du raisonnement et donc modification du comportement. Ça, on a ça avec à peu près tous les produits dans différents domaines. L'alcool, dans un premier temps, c'est une désinhibition. Et avec une alcoolémie plus élevée, ça sera des troubles de la vigilance. Je ne reviens pas dessus, je le fais simple. Pour ce qui est du cannabis et des dérivés de ce type-là, on a plutôt une diminution de la réactivité. Hein. Mais en général, quelqu'un sous cannabis va plutôt rouler moins vite sur la route mais se dire, tiens, il faut que je sorte à la prochaine sortie. Et ben, je ne suis pas sorti, je vais prendre la prochaine. Quoi. Ouais. Hein, voilà. Ou je fais marche arrière. Classiquement, non. Alors ça, c'est effectivement la métaphore que j'utilise souvent quand je fais des interventions. Le conducteur alcoolisé est en marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence à 90 km/h, alors que le consommateur de cannabis roule à 70 sur la file de gauche. D'accord. Voilà, en gros. Et le protoxyde d'azote, j'aimerais bien qu'on en parle un peu là, parce qu'il nous reste une petite minute. Parce que c'est nouveau, pour l'instant, il n'y a pas de vérification. C'est un produit qui est de plus en plus utilisé, avec une courbe exponentielle depuis quelques 4-5 ans. C'est un produit qui est extrêmement toxique sur le plan neurologique, qui provoque des troubles mnésiques, des troubles du comportement, et qui évidemment est totalement incompatible avec la conduite. Ça, c'est clair. Mais on en parle fortement depuis quelques mois, mais c'est quelque chose, et vous avez bien fait de le dire, docteur Patrick Démé, qui existe depuis facilement 4-5 ans minimum. Oui, puis ça existe depuis très longtemps, mais la consommation était extrêmement réduite depuis 10 ou 15 ans, et là, depuis 4-5 ans, ça a tendance à exploser. 6% des jeunes de moins de 25 ans. Oui. On en avait parlé avec la fondation Vinci Autoroute, qui a fait une enquête assez récemment, juste avant les accidents mortels, justement, qui ont mis en lumière les effets du protoxyde d'azote. C'est dramatique. Sur les maires et les préfets prennent des arrêtés parce que les Russes sont jonchés de capsules et bonbonnes. Ouais. Les bonbonnes sont de plus en plus grosses, avec des doses de plus en plus importantes de protoxyde d'azote et donc une toxicité gravissime. Selon vous, pour conclure, docteur Patrick Démé, même si on sait que les cuisiniers s'en servent beaucoup, est-ce qu'il faudrait interdire et montrer une carte de chef ou de spécialiste de la restauration pour pouvoir en acheter, pour essayer d'éradiquer ce phénomène dramatique ? Le problème, c'est toujours qu'il ne faut pas avoir qu'une réponse répressive, interdiction, etc. On le voit avec l'amende forfaitaire. Bon, à quoi ça va servir, on se demande. C'est vraiment toujours coupler une réponse répressive qui est souvent nécessaire à une réponse de type prévention et réduction des risques. Il faut absolument avoir l'ensemble des volets d'intervention parce que sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, on est vraiment dans la nécessité d'associer la prévention, la réduction des risques et des dommages à la répression. La répression, c'est bien pour le trafic, c'est bien pour tout ce qui est illégal, mais la prévention est indispensable. Certes, ça suppose de remettre en cause un certain nombre de choses, de se poser des vraies questions. Pourquoi les gens aujourd'hui ont besoin de consommer des substances psychoactives ? Est-ce qu'il n'y a pas difficultés sociales, sociétales qu'il faut poser. Il y a des difficultés personnelles qui sont souvent induites par les difficultés sociales et sociétales. Docteur Démé. Voilà. On comprend bien et on vous invitera de nouveau parce que c'est des gros sujets et pas que pour On parle auto, mais ce sont des vrais sujets sociétaux. On vous souhaite de nouveau une belle année. On est obligé. Merci beaucoup. Merci de l'avoir commencé avec nous. Et de l'eau sur la route. De l'eau de là-haut. Merci, au revoir. À boire, parce que c'est vrai que quand il pleut, c'est pas toujours agréable non plus de conduire. Vice-président Addiction France pour le docteur Patrick Démé qui était notre invité. Une pause et puis dans quelques instants, on va tester l'occasion de la semaine. Pour l'instant, je ne vous dis pas ce que c'est.
Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et si vous venez de nous rejoindre, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Une émission un peu particulière, l'émission non pas que de l'automobile, mais des journalistes. Sylvain Resser est notre grand invité sur toute cette émission. Il est avec nous, journaliste au Figaro, mais pas seulement, écrivain de nombreux livres. Tiens d'ailleurs, le dernier livre qui est sorti, Sylvain. Il est là sur la table. Il s'appelle L'année automobile 2025. L'année automobile 2025-2026. Je vais laisser Laurence faire le téléachat. Le radio-achat. Le radio-achat. Et c'est aux éditions Sophia. C'est le plus ancien livre automobile de l'histoire. Ah oui, vous faites pas votre âge, quoi. Non, je sais, mais c'est le numéro 73. D'accord, bah oui, c'est ce qu'on dit. Il y en a un tous les ans et il est né en 52. Et on parle de tout, des personnalités. On parle de tout, du marché, de toutes les nouveautés de l'année, des concept cars. De tous les championnats du monde sportifs, la Formule 1, l'endurance, les 24 heures du Mans, le WRC avec le titre mondial de Sébastien Ogier. Tous les modèles qui sont sortis dans l'année également. Oui. C'est normalement bien. Bon, et quand est-ce que vous dormez, Sylvain Resser? Cet homme est un bourreau de travail. Il dort pas parce qu'il prend ce qu'on vient d'évoquer juste avant. Un autre journaliste également nous rejoint quand je vous dis que c'est l'émission dort pas non plus. Des journalistes. C'est Manuel Caillot, journaliste à caradisiaque.com. Bonjour Manuel. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence et bonjour Sylvain. Bonjour Manuel, ça va? Bonne année puisque nous sommes le 3 janvier. Mais oui, bonne année à tous, bonne année à tous les auditeurs. Ouais. Alors, notre voiture occasion de la semaine, on n'a pas encore parlé de voiture électrique depuis qu'on fait cette rubrique occasion, donc on commence par un modèle emblématique. Elle avait été annoncée comme la voiture à $35 000 avant de sortir. Bon, elle a été commercialisée beaucoup plus cher que ça, mais c'est cas unique dans toute la production automobile. Depuis qu'elle est sortie à des tarifs donc un peu élevés, elle n'a jamais cessé de baisser au niveau de son tarif et de progresser en performance. Ça, c'est un cas unique dans toute l'histoire de l'automobile. Et cette voiture, c'est là, je demande à Sylvain, la Tesla 3. Exactement. La petite Tesla, succès indéniable, puisque elle a été pendant un moment, je crois, même la voiture la plus vendue au monde. Donc, de la Tesla 3, en occasion, il y en a un paquet. Alors, qualité, défaut, Manuel ? Parmi ses qualités, on va citer directement son efficience énergétique. C'est quand même un modèle, quand il est sorti, qui a annoncé des consommations électriques très très basses. Et du coup, des autonomies, malgré des batteries qui sont pas non plus très très grosses sur la Model 3, des autonomies qui étaient très élevées. Et puis c'est une voiture qui est extrêmement profilée. Donc même sur l'autoroute, elle affiche des consommations qui sont intéressantes. Après, c'est une voiture où il y a de la place à l'intérieur, il y a énormément de technologie. On dit que la Tesla Model 3, quand c'est arrivé, c'était une voiture de geek, carrément, avec plein de fonctions. Ouais, c'était peut-être un peu trop d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure parce qu'on va voir que Euro NCAP, ils vont revenir en arrière en la matière, c'est-à-dire que les voitures, cette Tesla 3, tout passait par l'écran central. C'est vrai qu'il y a des fonctions, c'est un peu pénible. Si vous êtes par exemple sur l'autoroute et qu'il pleut à verse, si vous devez trouver une fonction, là, ça devient extrêmement dangereux de quitter la route des yeux pendant 5 ou 10 secondes pour demander où ça se trouve. Donc l'ergonomie, l'ergonomie, c'est pas le top. On a dit efficience énergétique, des performances aussi, parce que franchement, celui qui n'était jamais monté dans une voiture de sport, il monte dans une Tesla 3, il écrase le champignon et il se retrouve avec les vertèbres cervicales. Il a l'impression d'être au volant d'une Porsche, mais qui fait pas de bruit, quoi. Et c'est un peu ça. Et puis surtout qu'il y avait une version sportive entre guillemets qui s'appelait Performance. Qui affichait plus de 450 chevaux, presque 460, 470. Tesla communique pas officiellement sur la puissance de ses voitures et les capacités de ses batteries. C'est très embêtant, mais donc on estimait qu'elle faisait un peu plus de 460 chevaux cette voiture. Et un 0 à 100 expédié, c'est plus rapidement qu'une Porsche 911, donc c'est dire. Vitesse de recharge assez élevée, même si c'est pas la plus chez Tesla, et surtout avec un réseau de superchargeurs qui est un vrai gros avantage. Puisque Tesla a décidé de développer son propre réseau de recharge et de ne pas compter sur les autres. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Et donc, il y a énormément de points de charge, que ce soit en France, en Europe et dans le monde, bien sûr, et propriétaires. Donc, c'est-à-dire que au départ, c'était un réseau qui était réservé aux Tesla. Depuis quelques années maintenant, il est ouvert aussi aux autres marques, donc c'est intéressant aussi pour les autres. Mais on peut toujours trouver un superchargeur libre pour recharger sa Tesla. Effectivement, une vitesse assez élevée, parce que selon les modèles, c'est monté jusqu'à 175 kW la recharge. Autonomie, suivant les versions évidemment, elle est différente, mais un modèle grande autonomie, ça peut faire combien de kilomètres ? Un modèle grande autonomie, aujourd'hui, ça peut faire plus de 600 km.
s'affichait en WLTP à plus de 600 km. C'est beaucoup, hein, c'est bien. Hein. Oui, c'est bien. Ouais. Et surtout, en fait, c'est parce que les chiffres, selon la norme WLTP, c'est quelque chose. Mais dans la vraie vie, effectivement, grâce à leur efficience assez impressionnante, on arrive non pas à faire les chiffres officiels, puisque c'est jamais le cas, mais malgré tout, à aller loin, en fait, avec cette voiture. D'accord. Bon, dans les défauts, c'est vrai que la qualité de présentation à l'intérieur, c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut trouver sur certains modèles européens, et ça amène la question qu'on se posait tout à l'heure avant le début de la rubrique. Mais dans le temps, parce qu'on a compris que quand on monte dedans et qu'elle est neuve, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que ça vieillit bien, une Tesla 3 ? Déjà, ces problèmes de qualité de finition, c'était surtout sur les premiers modèles, et puis qui sortaient des usines américaines. Celles qui sortaient des usines chinoises étaient un petit peu mieux finies, finalement. Et puis, en fait, ils ont amélioré aussi constamment leur modèle, au niveau de la qualité de finition, les assemblages et tout ça, ça s'est un peu amélioré. Et puis, finalement, ça vieillit assez bien. Il y a quelques propriétaires, bien sûr, qui se plaignent de petits rossignols et d'éléments qui se déclipsent. Mais bon, moi, je dirais que c'est pas quelque chose non plus d'épidémique ou de rédhibitoire dans tous les cas. Pourtant, à chaque fois, dans les palmarès fiabilité, souvent Tesla arrivait bon dernier. Ça peut s'expliquer comment ? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, selon les pays d'ailleurs, parce que chaque pays ne vérifie pas la qualité et la fiabilité des voitures de la même façon. Mais ce sont des voitures qu'on n'a pas besoin de faire réviser, par exemple. Que ce soit la modèle 3, le modèle Y aussi dans la gamme Tesla. Les révisions sont pas obligatoires. Il y a des choses qui sont conseillées de faire, d'y aller régulièrement pour changer son liquide de frein par exemple, mais il n'y a pas de révision. Donc il y a beaucoup moins de contrôle que sur des voitures thermiques européennes qui doivent aller chez le concessionnaire tous les ans. Et donc ça peut entraîner des contre-visites au contrôle technique dans certains pays parce que les freins sont oxydés, parce que c'est des choses comme ça. Mais en réalité, il n'y a pas de gros problème de fiabilité. D'accord. Intrinsèquement, je veux dire. Bon, si on doit conseiller une version aux gens qui nous écoutent, c'est quoi ? Et puis après, on parlera des prix, puisque alors là, ça a fluctué, mais bon, chez Tesla, les prix, c'est un yo-yo permanent. On n'a pas parlé des primes d'assurance. Oui, on va en parler aussi. Ça coûte très cher en plus à réparer, parce que châssis en aluminium, et alors ça, à réparer, c'est un bras, quoi. Et giga casting sur le châssis. Alors, giga casting sur la carrosserie. Quel modèle conseiller ? Et après, on se penche sur le côté financier. Alors si on a un petit peu les moyens ou de mettre un petit peu plus sur le tapis pour s'acheter une modèle 3 d'occasion, il faut pas hésiter à aller sur le modèle grande autonomie qui s'appelle Long Range et dual motor parce que il y a un peu plus de puissance. Et puis, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est le double moteur consomme moins quand on est sur l'autoroute, parce qu'on a deux moteurs de techno différentes à l'avant et à l'arrière. Et sur autoroute, elle privilégie le moteur qui est le plus efficient à haut régime pour abaisser la consommation. Ils sont allés assez loin. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'avance, Tesla, en matière de voitures électriques. Et voilà. Et en occasion, en plus, les tarifs sont pas si différents que ça entre une version propulsion et une version grande autonomie. Enfin, en tout cas, les écarts se réduisent par rapport au prix du neuf. Donc, c'est quoi le ticket d'entrée Alors, le ticket d'entrée, il est assez bas aujourd'hui. Je mets des guillemets sur assez bas parce que c'est quand même 17 000 euros. Oui. Mais surtout, je vais pas diriger quand même les acheteurs vers ces premiers prix parce que c'est souvent des kilométrages qui sont au-dessus de 200 000 kilomètres. Ça commence à faire, même si ça prouve quand même que y a les batteries sont fiables aussi. Exactement. On s'est rendu compte justement avec les Tesla que la perte de capacité des batteries qui faisait très peur au début des VE, des voitures électriques, finalement, faut pas avoir si peur de ça. Il n'y a pas tant de pertes que ça. Et on a aujourd'hui des propriétaires qui ont des modèles qui ont 7 ans, 8 ans, ils sont sortis de la garantie et ils ont perdu, entre guillemets, toujours une fois, que 15% de capacité de la batterie. On s'attendait à bien pire. Après, pour avoir une modèle 3 qui est aux alentours de 100 000 km, on va dire, là, il faut augmenter un petit peu le budget. Ça démarre à 20 500, 21 000 euros. D'accord. Voilà. Et pour faire court sur l'assurance, c'est vrai que les tarifs d'assurance étaient très élevés, mais sur la Tesla 3, ils sont un peu moins élevés que sur d'autres modèles Tesla. Donc, ça a beaucoup fluctué, effectivement.
il y avait aussi au départ un phénomène qui était pour toutes les voitures électriques, c'était que les assureurs, il y avait une taxe particulière qui est appliquée sur les thermiques au niveau de l'assurance, mais qui n'était pas appliquée sur les électriques, donc qui permettait de réduire un petit peu les primes. Donc ça a aidé les primo-accédants. Et c'est vrai qu'aussi les prix du neuf ont énormément fluctué, donc ça influe sur les primes. Tesla, vous l'avez dit, ils augmentaient leur prix de 3 000 €, après ils le baissaient de 5 000 €, ils le augmentaient. Ils suivaient vraiment les tendances du marché et aussi le niveau de leur stock pour avoir des prix ajustés en continu. Donc ça, sur le marché de l'occasion, c'est très mauvais parce que pour la revente, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand d'un mois sur l'autre le prix du modèle a baissé de 5 000 €. Comment revendre quand on a acheté 5 000 € plus cher? On est obligé de brader son auto, quoi. Ouais. Donc il y a des bonnes affaires à faire sur les Tesla 3 et en plus il y a du choix parce qu'il y en a eu beaucoup de ventes. Ouais. Merci beaucoup, Manuel. Merci beaucoup, Manuel. Il y en a plus de 500 sur la Centrale en ce moment. Super. Avec pas mal de choix, même des modèles performance qui sont pas si chers que ça. Merci beaucoup. Foncez. Merci Manuel Caillot, journaliste à caradisiac.com. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver également les images soit sur la page Facebook de Sud Radio, soit sur la page YouTube de Sud Radio. Bon écoutez, on va parler de mauvaises nouvelles maintenant, parce que c'est pas parce qu'on commence l'année qu'on va parler que en bien. Et je peux vous dire que ça va saigner. Restez avec nous parce qu'il va y avoir pas mal de choses pas très agréables à découvrir en ce début d'année 2026. Sud Radio, on parle auto. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va accueillir tout de suite Alexandra Legendre qui est avec nous. Alexandra, responsable du pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour Alexandra. Et bonne année. Bonjour, Alexandra. Bonjour à tous, bonne année. Voilà. Bon, alors on vous accueille. Avec que des mauvaises nouvelles. Au revoir Alexandra. J'aime bien ce titre qu'a trouvé un journaliste que je connais après l'écologie punitive, l'écologie confiscatoire pour 2026. Mais c'est le cas. Et pourtant vous allez me dire, oui mais le bonus écologique augmente pour l'année qui vient. Oui, on peut dire ça, mais déjà, c'est pas simple de savoir si on y a droit ou pas, parce que je vous rappelle que depuis juillet l'année dernière, ce n'est plus le bonus, c'est une autre appellation administrative. Prime coup de pouce pour véhicules électriques, ça s'appelle comme ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Au contraire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc c'est simple, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Donc on peut effectivement avoir jusqu'à 5 700 € si on est pauvre pour acheter une voiture électrique, ce qui est logique puisque quand on est pauvre on a envie d'acheter une voiture électrique. Je fais simple, je schématise. C'est ridicule et surtout c'est plus l'État qui finance, c'est ce qu'on appelle les CEE, certificats d'économie d'énergie. Donc en gros, ah oui, ça n'a rien à voir avec le CE de ma boîte. Les fournisseurs d'énergie qui payent cette, on va l'appeler un chat, cette taxe. Et cette taxe, il la répercute évidemment sur les carburants classiques. Et là, vous avez vu, il y a une hausse de 5-6 centimes sur tous les carburants. Donc, on nous fait croire qu'on nous fait un cadeau, on nous fait pas un cadeau. Tout le monde est en train de payer l'addition. Mais c'est normal parce qu'il ne faut pas croire au Père Noël. Le Père Noël, c'était la semaine d'avant. C'est un peu ça. L'argent magique, ça n'existe pas. Alors, est-ce qu'on peut faire pour débuter, parce qu'on est en fin de la première heure, une espèce d'état des lieux de tout ce dont on va parler pour que nos amis qui nous écoutent sur Sud Radio soient bien au courant de tout ce qui va se passer dans la fin de cette émission. Donc, le malus 2026. Alors le malus qui augmente. La ZFE. Attends, on fait déjà un truc Laurence, on n'aura pas le temps. Ah bon, okay. Alors, il y avait tellement de choses. On a parlé bonus. Maintenant, alors malus, on se doute que c'est pas une bonne nouvelle. Ah bah non. Il augmente, le seuil baisse en plus. Mais oui, bien sûr. Donc on passe à 90 000 €. 90 000 € de malus maximum. Donc 80 000 €, non 80 000. Alexandra, 80. Oui. Non, vous avez un an d'avance là, on est en 2027. Mais oui, et heureusement finalement nos gérants d'État, les gens qui sont au pouvoir, ont renoncé à passer à 100 000 en 2027. C'est pour ça que je suis un peu confuse. Une bonne nouvelle. Merci de ne pas être passé jusqu'à 100 000. Enfin bon, effectivement là on arrive sur de la caricature de taxes parce que le malus c'est une taxe et on sait bien qu'il y a évidemment énormément de clients qui seraient acheteurs d'un véhicule un petit peu cher et qui seraient extrêmement malusés, mais qui sont complètement dissuadés je voudrais demander à Sylvain. Mais c'est contre-productif parce que finalement, bien sûr, la TVA qui rentre pas, c'est des ventes en moins. Attendez, parlez pas en même temps, Sylvain Resser. Donc 80 000, il y a plein de gens qui finalement
se disent on va pas payer cette somme-là, donc c'est des ventes en moins. Remettons les choses en place. Ça ne sera pas sur une 105 ou une 206 ou qui n'existe plus. Mais prenons un exemple. Non, mais 192 grammes de CO2, ça va vite. Mais c'est quelle voiture? Mais je prends l'exemple au-delà de 192 grammes. D'une Toyota Yaris GR ou d'une Porsche 911. Et là, on est à 80 000. On est à 80 000. Donc ça vient en plus du prix de vente. On va préciser qu'une Toyota Yaris GR, c'est moins de 50 000 € et que vous avez 80 000 € de malus. Vous voyez un peu plus de malus que le prix de la voiture. On est complètement dingue. Et puis au-delà de ça, c'est que déjà on n'a pas tous les moyens, mais ils sont en train déjà de continuer de tuer l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'elle a déjà du mal à vendre ses voitures, quelles qu'elles soient. Mais c'est franco-français, ça. Attention. Oui, mais bien sûr. Mais je voudrais quand même ajouter aussi que le malus, c'est plus de 7 voitures sur 10 en 2026 qui sont concernées. Donc, et après, ça va jusqu'à 80 000, mais en gros, même si vous achetez une Sandero aujourd'hui, vous avez un petit peu de malus. Mais c'est ça. Et après, ils se demandent pourquoi les gens n'achètent plus de voitures neuves. Il y a un moment, on marche sur la tête, quoi. Alors, il y a aussi le malus au poids, qui. Le malus au poids. Bah oui. Et il y a le malus au poids pour les véhicules électriques. Qui va arriver. Et qui sont plus lourds que les autres. Au moment où on nous dit qu'il faut tous passer à l'électrique, on va taxer les voitures électriques qui pèsent au-delà de 2 tonnes 100. Et là, c'est franco-français aussi, Alexandra. Ça, c'est franco-français, ouais. Ah oui, on est très imaginatif en matière de taxes. Je vous invite sur le site de la Ligue de défense des conducteurs. On a publié une frise historique de 100 ans de ponction fiscale automobile. Vous apprendrez tout, vous avez toutes les dates clés, et on s'aperçoit que ces 10-15 dernières années, ça monte en flèche, c'est-à-dire que tous les prétextes sont bons, encore plus qu'il y a 100 ans, pour fonctionner le portefeuille des conducteurs. On va préciser quand même que le malus au poids, il s'applique maintenant à partir de 1500 kilos. 1500 kilos, c'est une citadine hybride, par exemple. Alors, il y a des abattements pour les hybrides rechargeables, il y a des abattements pour les électriques, mais vous imaginez, 1500 kilos. Voilà, on nous demande plus de sécurité, on râle, le poids des voitures augmente à cause de la réglementation, et à côté de ça, on vous rajoute, pareil, le malus au poids, c'est un truc franco-français. Oui, on est vraiment dans un précisé. pays, on marche sur la tête. On l'a précisé, Jean-Luc. Alors, Alexandra, il y a un truc qui aurait dû être une bonne nouvelle l'année dernière, pour l'instant on n'entend plus parler, c'est les ZFE. Oui, absolument. Les ZFE, dans le circuit, le parcours législatif, on a presque réussi à avoir leur pot. Et puis finalement, dans le cadre du bazar généralisé au Parlement, eh bien, la loi de simplification et de la vie économique, dans laquelle il y avait des amendements qui avaient été adoptés de suppression des ZFE, ils sont un petit peu partis dans la nature. Et en gros, le circuit législatif n'est pas fermé. On ne sait pas très bien s'il va être fermé en courant janvier. Bref, au 1er janvier, toutes les villes qui ont décidé d'appliquer des ZFE, ça reste complètement d'actualité. Les ZFE ne sont pas mortes. Oui, malgré une chose, c'est que Airparif a publié des chiffres qui sont assez édifiants. C'est qu'il y a une baisse des émissions de particules extrêmement forte sur la région parisienne, et que malgré ça, on conserve la ZFE. Bon, on marche sur la tête encore un coup. Bon, dans la série de on continue à marcher sur la tête, il y a aussi les bornes de recharge. Il y avait un crédit d'impôt, c'est terminé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le leasing social l'année prochaine. Bon, il a du plomb dans l'aile, vu que cette année, ça marche pas. Ça a pas bien marché. Forcément, on veut faire acheter des voitures électriques. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a d'autres priorités dans la vie quand on n'a pas d'argent que d'acheter une voiture électrique. On est bien d'accord. Oui, puis si on prend un peu de hauteur, on remarque que finalement la transition écologique, on dépense 1 milliard d'euros par an entre le leasing social et les différentes aides. Et ça sert à rien, et on n'augmente pas. Pour vendre finalement 280 000 voitures électriques par an. Et on a un parc automobile qui vieillit. On a plus de 12 ans de moyenne d'âge. On est à presque 13 ans. Alors attention, l'idée c'est quand même de réduire l'âge du parc pour réduire les émissions de CO2 et les émissions de particules. Donc, ce qui n'empêche pas d'avoir des idées géniales toujours au Parlement, c'est-à-dire que vous vous rappelez l'année dernière, il y a eu une proposition pour imposer un contrôle technique tous les ans à partir de 10 ans. Mais ça c'est enterré, heureusement. Heureusement, mais vous savez, il y a quand même des idées, des génies. Oui, il y a des idées, il y a des génies. Alors là j'ai une colle pour finir. Tous, expliquez-moi ce que c'est que l'éco-score et comment ça marche. Vous avez 3 heures. Alors moi je pense que c'est un peu comme les Nutri-Score, mais c'est pour savoir si ta voiture est écologique et en création, en fabrication, en réparation. C'est un truc, c'est une usine à gaz effectivement, l'éco-score, et ce qui permettra d'appliquer le bonus sur les véhicules électriques s'ils sont éco-scorés, et s'ils le sont pas,
vous n'avez pas de bonus non plus. Et comme il y a de plus en plus de véhicules qui vont arriver de Chine, c'est pas un secret, ils n'auront pas ça non plus. Et comme on est en train de tuer l'industrie automobile européenne, et particulièrement française, voilà, parce que en fait, en plus, on est en train de tuer aussi les sous-traitants. Donc et tous les équipementiers. Pour l'éco-score, ce qui est fou, c'est qu'un même modèle peut ou ne peut ne pas l'avoir. C'est-à-dire que ça va dépendre de la batterie. Certaines pièces vont être peuvent fabriquées. Donc il faut le numéro de série. Ouais. Et en fait, quand vous l'achetez, la voiture, vous connaissez pas encore. Quand vous commandez, vous connaissez pas encore le numéro de série. Donc vous n'êtes pas sûr de bénéficier d'éco-score. Ouais, vous connaissez le roi Ubu ? Ben voilà. Et on a réécrit la pièce de théâtre du roi Ubu, d'où l'expression c'est ubuesque tout cela. Merci beaucoup. Merci Alexandra Legendre. Merci Alexandra. Merci Alexandra. Une belle année. Je crois qu'on aura l'occasion de vous inviter de nouveau parce que on n'est pas à l'abri d'une année 2026 bien chargée aussi en bêtises. Alexandra Legendre, responsable du pôle études et communication de la Ligue des défenses des conducteurs. À suivre le retour de l'info sur Sud Radio et puis on va parler pneus et on va avoir le plaisir d'accueillir Dominique Stemfel pour la première de cette saison, de cette émission sur l'année 2026. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back2Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous voici partis pour la seconde heure d'On parle auto. Nous sommes le 3 janvier, ravis d'être en votre compagnie. Pour ceux et celles qui nous rejoignent juste à l'instant, toute l'équipe d'On parle auto, mais également toute l'équipe de Sud Radio se joint à moi pour vous souhaiter une très très belle année 2023. Tiens, 2023, j'y recule les mois. 2026, c'est parce que nous sommes le 3. Donc 2026 moins 3, 2023. Non, ça va aller mieux, je vous promets, ça va aller mieux. Allez, je me recentre un petit peu. Au sujet de notre heure, on va parler de technologie et d'écologie pour les pneus. Et je ne dirai pas le mot que vous avez utilisé. Oui, pour les boudins, allez, dites-le, voilà. Ouais. Le boudin blanc en plus à cette saison. Ah, j'en ai acheté, tiens, pour manger demain du boudin blanc. Bon, j'avais envie. Après, plus sérieusement, on parlera d'Euro NCAP qui évolue et vous verrez que ça évolue. Qu'est-ce que Euro NCAP ? Ça évolue dans le bon sens. C'est une société indépendante qui teste, je le fais simple, qui fait des crash tests sur les véhicules pour attribuer, vous savez, des étoiles. Voilà. Bon, il y aura moins d'étoiles l'année prochaine, parce que ça va être plus dur de les avoir. Il y aura aussi moins de places de parking, voilà, dites on donc. va parler des ralentisseurs illégaux. Il y aura moins de places de parking également, puisque avant les feux rouges, il faudra un espace vide, ce qui va déjà, vu qu'il n'y a pas d'argent, ce qui va coûter encore très cher aux finances des localités. On parlera de rétromobile, ça va être plus sympathique. Ouais. On y sera d'ailleurs, en direct. L'émission sera en direct depuis du stand Rétromobile. Ouais. On parlera des anniversaires de véhicules anciens qu'on va fêter en 2026. On parlera prix de péage. On parlera de l'augmentation du prix des péages, qui n'est pas si catastrophique que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle même. Et puis on parlera enfin de cette décision de la Commission européenne de suspendre l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035. Ouais. On aura une baisse de 90% des émissions de CO2. Les véhicules thermiques, 9. Oui, on précise. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres petites mesures cachées derrière ça. Et puis j'ai fait un calcul savant et vous allez savoir combien on économisera en matière d'émissions de CO2 avec cette mesure. On n'est pas loin de zéro, je vous donne un indice. Et puis, bien sûr, on fait cette deuxième heure en compagnie de Sylvain Resser, notre invité de ce début d'année, grand journaliste auprès du Figaro, grand auteur également de plusieurs livres. C'est un passionné de Porsche, passionné de BMW. Vous avez créé... on va arrêter d'être l'humilité en 2026. Il y a un moment, il faut lui donner une claque. Hein. Et là, vous signez ce livre, l'année automobile 2025-2026. On en reparlera également tout au long de cette émission parce que moi, j'apprends plein de choses, dont sur toutes les voitures qui sont sorties cette année. Il y en a même, je ne savais même pas qu'elles existaient. C'est passionnant quand on aime la bagnole. Merci Sylvain, vous restez avec nous. Allez, c'est parti parce qu'une voiture sans roues, ça peut pas rouler. Des roues sans pneus, c'est pas jouable. Et bien on parle pneus. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Et on accueille Monsieur Dominique Dominique Stemfel, président du syndicat du pneu, ici. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique, bonne année. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Non, on ne dit pas bonne année à Dominique. Année à non, on vous dit pas Dominique, on vous dit pas bonne année, on vous dit Happy Good Year. Oui. Bah oui, le spécialiste du pneu. Happy Good Year, évidemment. Bon, alors justement, puisqu'on est dans les blagues, ça va être l'année des puces 2026. Je parle pas du marché aux puces. Et on parle pas des puces qui grattent non plus. Hein.
Alors ça va être l'année des puces, effectivement. Les puces vont intégrer les pneumatiques. Enfin, elles en ont intégré déjà, puisque elle est présente en première monte aujourd'hui chez Volvo, Polestar, Alpine, et progressivement elles vont entrer en première monte chez la plupart des constructeurs, puisque la législation oblige à avoir un passeport digital dans un certain nombre de produits industriels, dont le pneu. Et cette obligation, elle sera effective en 2029. D'accord. Donc en fait, tous les pneus auront des puces. Donc ils vont se gratter. Non, mais ça permettra de connaître d'abord les dimensions, l'origine du pneu, quand il a été fabriqué, avec quel matériau, enfin plein d'informations qui seront utiles pendant la vie du pneu, mais pas que pendant sa vie, également pour son recyclage. C'est ça. Alors, contrairement à aujourd'hui où il y a un numéro DOT qui donne la date et l'année de fabrication, et puis également quelques indications sur l'usine, les pneumatiques vont avoir un numéro spécifique, un numéro d'identité pour chaque pneu. Donc, on pourra suivre les pneus du début à la fin de leur vie. Ça simplifiera la logistique, puisqu'en fait, il y aura une identification qui évitera toute erreur. Et puis, ça accompagnera le pneu lors de la maintenance et également jusqu'en fin de vie, puisque cette puce, elle donnera des indications sur les composants du pneu. Elle permettra d'orienter le caoutchouc vers telle ou telle réutilisation en fin de vie. Bon, puisqu'on parle matériaux, plus de matériaux biosourcés, c'est comme ça qu'on dit, dans les pneumatiques à partir de cette année. Alors c'est en route, puisque les manufacturiers ont mené une bataille technologique féroce et également une bataille de communication. Et les grands manufacturiers aujourd'hui annoncent des pneus à 30, 40, 50. Les dernières données, c'était 60% de matériaux biosourcés et éco-sourcés. C'est quoi des matériaux biosourcés exactement, Dominique Stempfel ? Alors des matériaux biosourcés sont des matériaux qui sont issus du végétal. Alors c'est pas nouveau, puisque le latex est utilisé depuis la nuit des temps dans le pneumatique, mais le caoutchouc synthétique avait pris la place. Caoutchouc synthétique, c'est issu du pétrole, et donc on va supprimer l'utilisation de pétro-sourcés, donc issus du pétrole, et le rendez-vous a été donné par tous les manufacturiers à l'horizon 2050. D'accord. Moi, ce que j'ai envie de savoir, finalement, c'est est-ce que ces évolutions vont modifier le prix, faire évoluer le prix des pneus ? Parce que... Alors, très, très probablement. Alors, c'est le risque qu'on a aujourd'hui et dont on parle pour l'autre aussi. On a des produits qui sont de plus en plus éco-responsables, de plus en plus technologiques et qui font appel à des matériaux plus sophistiqués et à des mises en œuvre plus coûteuses. Donc il est fort probable effectivement que les pneumatiques soient de plus en plus chers. Alors moi j'ajouterais à ça aussi que l'équipement des véhicules électriques nécessite des pneumatiques qui sont plus gros à cause du poids, qui s'usent plus vite à cause du couple, et donc faut pas s'attendre effectivement à une diminution du coût d'utilisation des pneumatiques. Ouais. Alors pour qu'il y ait quand même une concurrence, parce que on a compris en filigrane que le prix des pneumatiques allait augmenter. Il y a les pneus chinois qui arrivent à des prix extrêmement bas. Ça représente quoi, 25% du marché maintenant. Donc là, il y a une loi anti-dumping qui est il y a une loi anti-dumping qui est dans le tuyau. En fait, on s'est aperçu que certains manufacturiers chinois commercialisaient en Europe, et pas qu'en France, commercialisaient en Europe leurs pneumatiques à des prix inférieurs au prix des intrants, c'est-à-dire des matières premières. Oui. Wow. Donc là, en l'occurrence, les matières premières au plan mondial, elles sont à peu près partout au même prix. Ouais. Et donc, on s'est aperçu que, au travers de ce constat, les Chinois, le gouvernement chinois, sponsorisait l'introduction de pneumatiques sur le marché européen. Et ça, c'est tout simplement de la concurrence déloyale. Et donc, en fait, cette loi anti-dumping, elle vise à remettre les choses à niveau, à refixer des prix qui sont tout à fait compétitifs, tout à fait concurrentiels. Et donc, il est fort probable que l'année prochaine, les pneus chinois seront plus chers. Ouais. Alors, puisqu'on parle de loi, il y a une loi EUDR qui est aussi en préparation. C'est quoi ? Alors ça, c'est une usine à gaz qui a été inventée, même pas par l'Europe, qui a été inventée par la France. Alors là, vous êtes mauvaise langue. Alors là, Dominique, franchement, c'est pas gentil. On est La trop France fort. serait vraiment le pays des mauvaises idées ? Non, pas tout le temps.
Alors, c'est une idée française, mais qui va devenir européenne. Ah bah oui, des mauvaises idées, tout le monde voilà. Et en fait, qui vise quand même, il y a une bonne idée derrière, à exploiter les forêts de manière tout à fait raisonnée, de manière responsable, et donc qui vise à identifier chaque forêt utilisée pour en des matériaux ou de l'alimentation destinée au marché européen. Mais donc ça nécessite d'identifier chaque parcelle de forêt utilisée et donc de s'assurer qu'elle est gérée de façon tout à fait raisonnable. Et ça, c'est très très compliqué. Mais c'est pas une mauvaise idée, je crois. D'ailleurs. Ouais. Non, c'est pas une mauvaise idée, mais la mauvaise idée, c'est qu'en fait, ça a été fait de manière extrêmement complexe, que le rendez-vous avait été fixé fin 2024, puis fin 2025, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas, et donc c'est reporté aujourd'hui à fin 2026. C'est tout simplement qu'en fait, quand je parlais d'usine à gaz tout à l'heure, la mise en œuvre initiale était trop complexe, donc aujourd'hui, il y a un processus de simplification qui est mis en œuvre, et qui vise en fait à faire en sorte que cette loi, elle soit digeste pour tout le monde, à commencer par les distributeurs. Oui, protéger les ressources forestières, ça veut dire que vous êtes en train de nous annoncer le retour des pneus en bois. C'est ça? Non. Non, mais il y a les VA. De ressources comme quoi la roue forestières. tourne. Je parle effectivement de l'EVA, mais on peut parler du cacao aussi et du bois qui est utilisé pour le mobilier. Nous, on fait beaucoup de cacao en France. Hein, oui, si, dans les dom-toms peut-être. Bon, on a fait un tour d'horizon. Dominique, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. Alors, je vous écoute. On est suspendu aux lèvres. J'espère bien. C'est qu'on va vous retrouver tout au long de cette année 2026. Absolument. Moi, je vous donne rendez-vous tout au long de l'année 2026, au travers de ma voix ou au travers de la voix de nos experts. Exactement. Qui vont continuer à distribuer ou à diffuser de l'information pédagogique sur les pneus pour que les utilisateurs comprennent bien l'importance du pneu pour leur sécurité. Exactement. Voilà. Et vous avez donc rendez-vous tous les jours également avec nous. Vous qui nous écoutez, vous avez une question à poser sur les pneus et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Donc ça prouve bien que cette chronique a toute sa place dans une émission autour de l'automobile. Vous nous écrivez je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet de votre mail, toutes vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler et votre question ou votre réaction sur les pneus ou sur tout autre sujet de l'émission. Allez Dominique, encore une bonne année. Quant à nous, on va continuer à parler maintenant de l'actualité 2026 dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et là aussi, vous allez pouvoir tous réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Vous n'hésitez pas, on va parler de toute l'actualité 2026 qui nous pend au nez. On en profite. Non, ça nous pend pas au nez, c'est déjà gravé dans le marbre. Oui, mais enfin, on va... C'est déjà une réalité. Vous l'avez entendu, il est avec nous, Sylvain Resser, notre grand journaliste et ami, qui signe un très beau livre, l'année automobile 2025-2026, pour tout savoir sur l'année automobile. Mais là, il ne sera pas question quand que il y avait l'automobile. Quand il y avait encore des voitures en 2025, ça pourra s'appeler dans quelques années peut-être ce livre, parce que ça va j'ai une petite anecdote, j'ai fait une séance de dédicace avant Noël et donc j'ai croisé une personne qui collectionne ce livre parce qu'il existe depuis 73 ans. Oui, il les avait tous. Vous les faites pas, hein? Et c'est gentil, merci. Et il m'a dit, le jour où il y aura plus que des voitures électriques, faudra pas compter sur moi pour l'acheter, le livre. Ah oui. Ah bon. Il y a plein de voitures, je savais même pas que ça existait, moi. Acura RSX. Oui, Acura, c'est Honda. Ah, ok. C'est pour ça. Vous avez vu la Buick Electra Orbit? Non, mais en fait, ce qui est génial. Ce qui est génial dans votre livre, Sylvain Resser, c'est que on découvre des voitures qu'on a bien connues en 2025-2026, mais on en découvre surtout qu'on ne connaît pas et des personnalités. En tout cas, voilà, moi je vous le conseille, l'année automobile, c'est aux éditions Sophia et c'est signé de notre ami extraordinaire Sylvain Resser. Alors je voudrais quand même ajouter que c'est un ouvrage collectif. Oui. Et que nous sommes une dizaine de journalistes à rédiger le livre. Donc je suis pas tout seul. Eh ben super. Eh ben, on les embrasse tous, on leur souhaite une bonne année. Donc les voitures, vous les laisserez dans le livre, puisque on va avoir de plus en plus de mal à les stationner en ville, puisque ça faisait partie d'une loi votée en 2019, c'est la loi d'orientation des mobilités, qui va imposer aux communes de supprimer les places de stationnement. Mais on va leur imposer cette fois. On veut supprimer la voiture des villes de toute façon. Et pourquoi on va les supprimer ?
En fait, ça fait des années que certaines personnes politiques nous expliquent que le vrai problème, c'est l'objet. Ils veulent plus voir l'objet. Voilà. Donc en supprimant les places alors là, en surface, parce qu'en fait, c'est 5 mètres avant les feux rouges. On n'aura plus le droit de stationner une voiture 5 mètres avant le feu rouge. Ça va obliger déjà à faire, des équipements en voirie qui vont coûter de l'argent pour empêcher les voitures de stationner 5 mètres avant les feux rouges. Bon, on nous aurait dit que c'était pour une histoire de sécurité parce qu'on n'avait pas de visibilité. Ce serait peut-être à peu près passé. Mais c'est pour ça. Non, c'est pour ça quand même. La vraie raison, c'est ça, c'est de la sécurité. Les maires ont jusqu'au 31 décembre de cette année pour se mettre en conformité. Mais vu que par place de stationnement, ça va coûter en moyenne 5 000 €, vous imaginez dans une petite ville ce que ça va coûter dans le budget de la commune pour finalement un résultat qui va être infinitésimal. C'est vraiment n'importe quoi. Les feux peut-être. Ou les intersections. Mais c'est pas si idiot que ça, parce qu'on se rend compte que les carrefours où les feux ont été supprimés dans certaines villes, il y a moins d'accidents. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens font plus attention. Exactement, les gens arrivent beaucoup plus prudemment. Puis comme de toute façon, vous avez... Alors attention, je vais me fâcher avec plein de monde. Vous avez tous les vélos, J'allais en parler. Voilà, qui de toute façon s'arrêtent pas au feu. Bon, quelque part, au moins comme ça, s'il n'y a pas de feu, personne ne le grille. C'est l'avantage. Alors, dans les évolutions de cette année aussi, on a aussi... Alors là, c'est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que les journalistes professionnels qui essayent des voitures passent leur temps à râler après les nouvelles normes européennes qui ont imposé tout un tas de, on va les appeler, des aides à la conduite en mettant des guillemets à aide, puisque la plupart du temps, elles nous emmerdent. Hein, tant mieux, je dis le mot. Qu'on appelle les ADAS. Ouais, exactement. Et souvent, on dit que c'est des béquilles. Ouais, alors c'est même pas des béquilles parce qu'on se prend les pieds dedans dans ces béquilles-là. Hein. Vous avez, on a parlé des freinages fantômes l'année dernière qui sont de plus en plus fréquents, mais vous avez l'alerte de dépassement de survitesse quand la voiture en fait dépasse la vitesse qui est enregistrée. Alors, elle a soit une caméra, soit la référence à la navigation pour connaître la vitesse, mais on ne peut pas être sûr à 100% qu'elle a la bonne référence. Donc, quand elle va se mettre à sonner pour vous dire vous dépassez la vitesse, on va dire une fois sur 4. Elle est dans les choux. Donc ça, c'est le truc qu'on a envie de virer tout de suite. Vous avez le maintien dans la file actif. Qu'est-ce que c'est ? À partir du moment où vous allez mordre un peu sur la bande blanche, la voiture va corriger la trajectoire pour vous remettre au milieu de la file. Le seul problème, c'est que si parfois vous avez au niveau de la voirie un marquage qui est pas un ancien marquage, un nouveau marquage ou un marquage qui est absent, elle va pas faire son job. Et puis surtout, parfois, elle va vous remettre dans la file, mais de façon très violente. Et là, on va être surpris. Et quelqu'un qui est au volant, qui d'un coup va voir la voiture qui met un coup de volant, qu'est-ce qu'il va faire par réaction ? Exactement, il va donner un coup de volant de l'autre côté. Et là, c'est l'accident. Donc tout ça, on s'est rendu compte que c'était pas forcément des bonnes choses. Donc, ces aides, Euro NCAP, organisme indépendant européen, exactement, qui teste la sécurité des voitures, qui fait des crash tests depuis des années, qui sont alors pour l'homologation des véhicules, il y a des crash tests qui sont faits par l'Europe, mais ça c'est un organisme indépendant qui fait des crash tests plus sévères que le crash test d'homologation. Ils disent ces aides à la conduite, on va les appeler sauvages. On va jusqu'à présent. On mettait une note quand elles étaient présentes sur les voitures. Elles étaient présentes, on avait des points de bonus. Là, ils disent, attention, on va tester sur route pour voir si c'est vraiment efficace ou pas. Et si c'est contre-productif, comme dans, je vais dire 80%. J'ai raison, je vais pas... Oui, même 90% des cas. Voilà. Et bien là, ils perdront des points. Alors, ça va être nouveau, ça. Ça, c'est bien, et c'est plutôt intelligent. Sylvain Resser, vous allez commencer. Quelle est, selon vous, s'il en existe une, la meilleure aide à la conduite? Je ne parle pas de l'ESP ou l'ABS. C'est l'ESP, qui ont sauvé des vies, mais dans les nouvelles ADAS, les nouvelles aides à la conduite. Est-ce qu'il y en a quand même une que vous trouvez intéressante? J'ai du mal. Ah la vache! Oh, pardon. Non, mais moi aussi, on a tous du mal. Peut-être, il y en a une qui arrive en 2026, c'est l'alerte de vigilance. Le défaut de vigilance du conducteur. Ça, je suis pas fan, moi. Moi non plus, je l'ai testé. Mais s'il y a un début d'endormissement. Non, mais alors. Moi, je l'ai testé. Attention, la BYD que la G6 de Xpeng que j'ai adoré et testé. Et dès que vous baillez un peu, tout de suite, alors elle sonne, ça va. Sur Xpeng, c'est
tout doux. C'est ting, tout doux. Et vous avez sur l'écran, il y a marqué attention, vous êtes en train de vous endormir. Oui, bon. Mais alors il y a eu des études qui ont été faites il y a quelques années sur un Paris-Marseille et qui ont révélé que le conducteur dormait 12 minutes. Oui, alors il faisait des micro-siestes fractionnées. Et je trouve que finalement ce dispositif, dans ce cas précisément, peut être intéressant. Oui, bon, ça je suis plus réservé. Okay. Vous avez des voitures, par exemple, où pour lire la vitesse, il faut aller sur l'écran central. Oui, et bien bim. Donc vous quittez la route des yeux pour aller lire la vitesse et ça sonne. Bon, c'est quelque part, c'est un peu... Et pour vous, ce serait quoi C'est un peu UBS. Jean-Luc, une à peu près correcte. Une à peu près correcte. Je sais pas. Non, toutes les dernières qui sont arrivées, pour moi, c'est du flan, quoi. Et pour vous qui nous écoutez, vous avez le droit de nous envoyer un mail. Est-ce que vous avez une ADAS que vous trouvez très pratique? Est-ce qu'il y en a une qui vous a évité un accident? Si. Alors là, pour le coup, moi, il y en a une qui m'a évité un accident. C'est quand la voiture, elle voit un obstacle qui va arriver alors que vous l'avez pas vu, comme un vélo qui débarque. Moi, ma voiture m'a évité d'écraser un vélo. Voilà, elle s'est arrêtée. Mais ça marche pas quand il y a du brouillard, par exemple. Oui. Voilà. Donc, d'où l'intérêt. C'est quand vous ne voyez pas, la voiture ne voit pas non plus. Il y a dans les nouveautés, on va en finir avec le tout tactile. Parce que ça, on s'est rendu compte que vous quittez justement la route des yeux pour aller chercher une info. Alors, le pire du pire, c'était Tesla qui, même pour les clignotants, enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc là, on va revenir à des boutons physiques. Ça fait un moment. Moi, si vous regardez les essais que je fais, à chaque fois, je dis c'est bien, on a des boutons physiques. C'est vrai que pour régler la clim, il n'y a rien de mieux qu'un bouton qu'on tourne pour mettre la température, plutôt que d'aller chercher dans un menu, un sous-menu, un troisième menu. Donc, les boutons physiques, et ce qu'on peut dire, c'est que les prochaines générations de voitures, on commence à le voir apparaître, vont avoir un écran d'information au bas du pare-brise, donc vraiment dans le champ de vision du conducteur, et là, il pourra... avoir toutes les informations à sa disposition. Il y a ça sur la BMW, exactement, sur la X3 sans tourner la tête vers l'écran central. La nouvelle BMW X3, c'est celle-ci, elle-là, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Alors les crash tests aussi vont être plus inclusifs. Ils ne vont pas être LGBT+, attention, ils vont être, ils vont faire appel à différentes morphologies de mannequins. Parce que entre une crevette qui pèse 40 kilos au volant et un monsieur un peu fort, un Texan par exemple, qui ferait 160 kilos, c'est vrai qu'on se doute que en cas d'accident, ça va pas être exactement les mêmes effets. Donc là, Euro NCAP va tester la sécurité des autos avec des mannequins avec des morphologies différentes. Ça, c'est un vrai plus. Et puis, il y a eu un sujet l'année dernière qui a été assez... Alors moi, je trouve ça bien parce que je déteste les poignées escamotables sur les voitures. Je sais pas, Sylvain. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu un accident en Chine, il y a mortel en Chine parce que la personne... qui était vivante, la voiture a pris feu. La voiture a pris feu et elle était incapable d'ouvrir la portière. Et les gens à l'extérieur ne pouvaient pas ouvrir non plus. Et n'ont pas réussi à casser les vitres. Et donc, il est mort dans le véhicule. Et c'est pour ça que les nouvelles les poignées, entre autres, là, juste à l'extérieur, sont vraiment pas pratiques. Voilà, donc ces poignées-là sont dans le viseur, donc je pense qu'elles vont aussi disparaître. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, ça fait partie... En plus, elles font mal aux mains quand elles sortent. Elles sont mal foutues, ces poignées. Vous savez, on se pince avec. On se pince, que Tesla en a, les voitures. On sait faire des poignées aérodynamiques sans faire des poignées escamotables. Ça, c'est purement du design. De toute façon, l'avenir sera peut-être... je sais pas, ils vont peut-être inventer quelque chose avec... on passera son téléphone dans le montant du pied milieu et s'ouvrir la portière. Enfin, je sais pas, on va peut-être trouver des choses. Ouais. Et si simplement on gardait la poignée classique, en fait, pourquoi se compliquer la vie? Si simplement, comme sur une TR3, il n'y avait pas de porte, comme ça, ça c'est bien aussi. Vous, qu'est-ce qui vous a le... juste après, parce que c'était pour faire une transition avec... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, l'ami Sylvain, sur cette année? Ce qui m'a marqué l'année passée, 2025. Oui, j'ai bien compris. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de mauvaises nouvelles. C'est qu'on a des taxes, finalement on réduit notre liberté. Et en 2026, on a l'impression que ça va encore continuer. Et ben voilà, sur ces bonnes nouvelles, bonne année à tous si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur Sud Radio. On parle auto avec vous et d'ailleurs on va continuer de parler auto dans quelques instants. Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Restom présente
Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et surtout restez en notre compagnie, car avant midi, on va vous parler du paquet automobile de la Commission européenne, toutes les mesures destinées à accompagner l'industrie automobile. Juste avant, nous allons parler de l'augmentation du prix des péages, ça nous concerne tous bien sûr. Mais tout de suite, on accueille Romain Grabowski, le directeur du grand et beau salon Rétromobile, qu'on a le bonheur d'accueillir sur Sud Radio dans On parle auto. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Alors, nous sommes aussi avec Sylvain Resser. Sylvain Resser est avec nous aussi. Que du beau monde autour de la table. Il manque que vous. Voilà. En même temps, vous êtes là quand même un petit peu. Bonne année Romain. Bonne année à tous. Bonne année Romain. Et puis on espère tous vous croiser dans quelques jours, fin du mois, à Porte de Versailles. On va commencer par ça, parce qu'effectivement, le Rétromobile est beaucoup plus tôt que d'habitude. Avancé d'une semaine. Une semaine plus tôt. Semaine plus tôt. En fait, on est... Le 15 jours après, la tradition, c'est qu'il y a un autre salon qui se tient, qui est le salon de l'agriculture. Et du coup, on cale nos dates. Et donc, cette année, effectivement, on tombe une semaine plus tôt. Donc, du combien 28 janvier. Du 28 janvier au 1er février. Et nous y serons avec On parle auto, puisqu'on fera une émission en direct depuis le stand de Renault, les 2 heures en direct de Rétromobile. Rétromobile qui fête cette année ses 50 ans. Ça me fait mal parce que j'étais au premier. Alors... 50 bougies, effectivement. Oui, on a la magie de Rétromobile, c'est d'apporter de l'exclusif, du jamais vu, de l'incroyable. Donc là, je peux vous garantir que pour les 50 ans, on a encore plus la pression que les années passées. Est-ce qu'on connaît un peu l'histoire, le début? Qui a commencé, Sylvain? En fait, le premier Rétromobile qui se déroulait à la gare de la Bastille, il avait été organisé pour faire la promotion d'une encyclopédie automobile qui s'appelait Alpha Auto. Et donc Jean-Pierre Jouette, qui organisait des salons, avait demandé à Marc Nicolosi, qui était marchand de voitures à côté d'Avalon, de lui trouver des voitures anciennes. Et donc Marc avait réuni une centaine de voitures à la gare de la Bastille. C'est comme ça qu'est né Rétromobile. On est en 76. Ouais, et ça fait du chemin. Même, l'année d'avant. Et consécration aujourd'hui, Romain, c'est sous le haut patronage du ministère de la Culture. Exactement, on est très fiers. C'est que il y a encore ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, c'était pas forcément évident que l'automobile de collection avait atteint ce statut de patrimoine à part entière. Maintenant, il n'y a plus débat, et donc pour la première année, effectivement, c'est aussi symbolique pour les 50 ans. Mais on est très fiers pour le salon, mais aussi plus largement pour tout ce qu'on défend et pour l'industrie du véhicule de collection en France. On est très 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 fiers d'avoir le statut d'événement placé sous le haut patronage du ministère de la Culture. Bon, on y verra quoi à Rétromobile cette année? On y verra Jean-Luc Moreau, Sylvain Resser, François Alain, tous les copains. Rien que ça vaut le détour. Ah ben c'est grave. On va y voir des choses jamais vues, jamais montrées, ou alors jamais rassemblées pour la première fois en France. Premier exemple, c'est que ça vous aura pas échappé sur l'affiche. Il y a une affiche en couleur avec un hardcar. La première BMW hardcar, et en fait toutes ces hardcars, il y en a 7 au total qui ont participé aux 24 heures du Mans, et sont toutes venues à une période différente batailler dans la Sarthe, sur les Naudières, etc. On se souvient tous de ces images incroyables. Le père des hardcars, c'est Hervé Poulain, qui sera avec nous aussi évidemment, mais personne avait été parvenu encore à date à toutes les rassembler au même endroit en France. Alors on va préciser Romain, parce que les hardcars, il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est des voitures, bon là en l'occurrence de course, qui ont été peintes par des artistes renommés et qui sont restés et qui ont couru, parce que c'est ça qui est complètement dingue. C'était l'idée d'Hervé Poulain, en fait. On peut la raconter. Qui est Hervé Poulain? C'est un commissaire-priseur très connu et qui a organisé les premières ventes aux enchères de voitures en France. Et il rêvait de courir les 24 heures du Mans, mais il n'avait pas le premier centime, et il a eu l'idée finalement de faire peindre des voitures de course par des artistes de renommée internationale, et BMW a souscrit à cette idée, et c'est comme ça qu'en 76 il s'est retrouvé sur la grille de départ avec une voiture peinte par Calder. Après il y a eu Frank Stella, Liechtenstein, Andy Warhol, il y a eu Jeff Koons aussi qui ont peint une BMW, donc que des artistes quand même renommés. Moi j'ai trouvé mon encyclopédie automobile préférée, Sylvain Resser. En plus il y a des images, il y a tout. Bon alors il y aura les hardcars, il y a aussi des bêtes de rallye. On a tous
C'était notre jeunesse avec Sylvain. On a tous rêvé des groupes B, mais il n'y a pas que des groupes B. Vous allez réunir quand même des voitures mythiques de rallye qui n'ont jamais été aussi performantes d'ailleurs, ou aussi dangereuses même que ces véhicules-là. Donc ça reste des monstres sacrés. Exactement, Lancia, on aura Delta évidemment, 037, on aura les Audi Quattro, on aura les Toyota Celica. Voilà. Donc on va retracer une quarantaine d'années facilement de rallye, 205 aussi, voilà, toutes ces autos qui nous ont fait rêver. Ouais. Et quand on regarde aujourd'hui les images, je sais pas vous, mais on se dit, on a froid dans le dos. Comment c'était possible? C'est incroyable, cette foule qui est sur la piste et ces voitures qui arrivent. Qui arrive à fond, c'est absolument comme. Donc voilà, on va essayer de se replonger dans l'atmosphère de ces années folles. Et pour la deuxième année, au sein de cette exposition, eh bien, nous, ce qu'on aime, c'est les histoires automobiles. Et du coup, c'est sympa d'avoir les autos, mais on aime aussi avoir les humains pour les raconter. Et du coup, on aura Jean-Louis Moncey qui va animer cette scène live. Et puis toute la scène, on aura des pilotes de légende, des copilotes, des photographes, une multitude d'acteurs du rallye qui vont venir nous raconter des histoires. Il y a Bruno Sabi qui sera là, j'ai vu ça. Ouais. Entre autres. Bruno Sabi arrive à Tannen et après j'en garde quelques surprises. Ouais. Alors Rétromobile, on se dit tiens, il y a des automobiles, mais il n'y a pas que des automobiles. Cette année, il y a même un train. Oui, en fait, on a voulu, pour marquer le coup, une fois de plus, de ces 50 ans, on avait eu il y a quelques années, vous vous en souvenez certainement, l'effet du Berlier Tessan. Oui. Une exposition monumentale. Quelque chose avec des dimensions incroyables. Je crois que de mémoire, les pneus du Berlier devaient faire quasiment 2 mètres de hauteur, etc. Donc tout le monde se souvient de ça et on s'est dit cette année, on va essayer de s'inscrire dans cette continuité. Et donc on fait venir pour la première fois l'autorail Bugatti, le dernier survivant. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont on va l'exposer. Vous verrez, on travaille énormément sur une scénographie avec Mathieu Lussery, avec des lustres, avec un rétroéclairage de l'intérieur, ça va être absolument sublime. Mais surtout, on va permettre à nos visiteurs, aux passionnés de suivre tout le transport, parce que avant même d'être exposé, il y a un défi logistique absolument incroyable, exceptionnel depuis Mulhouse, qu'on va pouvoir suivre. Il va être géolocalisé, donc les clubs vont pouvoir se mettre sur le bord de la route pour le voir passer. Et puis sur place, on installe, grâce au soutien des phages, 30 mètres de voies ferrées dans un salon. Tout ça, c'est totalement... C'est dingue. Ouais. Il y a déjà eu des précédents. Le char Tigre, c'était pas facile non plus à amener, mais c'est encore plus lourd, j'imagine. Un autorail un petit peu plus encombrant. Là, c'est carrément l'autorail Bugatti, c'est quand même... Oui, c'est quelque chose avec le moteur de la Royale. D'ailleurs, il y aura l'écrivain qui sera là avec un livre, Les Purs Sangs de Rail. Exactement, pareil. De manière générale, sur toutes les expositions, on essaye de fédérer, de rassembler les sachants, les passionnés ou les témoins de l'époque. Et effectivement, on aura une multitude d'interventions, dont ce livre qui retrace très bien l'histoire de l'autorail. Oui. Alors en plus, 2026, date très importante, le 29 janvier 1886, vous étiez très jeune, Laurence, Karl Benz déposait le brevet de son véhicule à 3 roues avec moteur à essence. C'est ce que les Allemands prennent pour la naissance de l'automobile. Bon, les Français en partagent pas forcément, mais il y a un autre anniversaire pour Mercedes, c'est que la marque est née il y a 100 ans exactement. Voilà, Mercedes-Benz à 100 ans. Puis il y a plein d'anniversaires très sympas cette année. Sylvain. Bah oui, je vois 1946, la Volkswagen Coccinelle. En production, le début de la production. Ouais. Grâce aux Anglais, d'ailleurs, c'est ça qui est très étonnant, quand même. Exactement, toujours la même année, le vélo Solex. En 46 aussi. 46. Ça me rappelle notre jeunesse. La 4 chevaux aussi. La 4 chevaux de votre enfance. Votre première voiture après votre permis. On l'appelait la mode de beurre. Laquelle? La 4 chevaux, parce qu'elle était couleur mode de beurre. Alors, un modèle, une idée de cadeau d'anniversaire, Laurence. BMW 507. J'adore cette voiture. Vous notez sur un petit papier. Bien sûr. Je vous rappelle que moi, je suis fan des majorettes. Après, il n'y a pas eu beaucoup de fabriqués des 507. Ça va me coûter cher. Elvis Presley en avait une d'ailleurs qui a été Et pour revenir à notre ami là, qui nous attend gentiment, Romain Grabowski, on aura bien sûr et également toujours les ventes aux enchères. Ça, c'est un des grands rendez-vous aussi. Bien sûr. C'est la marque de fabrique de Rétromobile. Pour la première fois, c'est Gooding. Il n'y aura pas moins de 5 ventes aux enchères pendant la semaine de Paris, qui montrent bien que
Paris se renforce, ça devient vraiment une car week comme on peut le trouver aux États-Unis, en Californie notamment, autour de Pebble Beach. Alors, une car week, une semaine de la voiture. Exactement, une semaine de la voiture. Merci Laurence. De rien, Romain. Et effectivement, notre nouveau partenaire, on est très heureux de les accueillir, Gooding Christie's. Gooding, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le leader, la plus belle maison de vente aux enchères automobiles aux États-Unis, qui a fusionné avec Christie's, première maison de vente aux enchères au monde. Et du coup, ils ont créé un département qui s'appelle Gooding Christie's, et ils vont venir donc frapper le marteau pour la première fois à Paris, dans le cadre de Rétromobile. 100 véhicules absolument incroyables, le catalogue est en impression, donc voilà, et ils ont déjà dévoilé quelques lots, Ferrari californien, châssis court, etc. Donc il va y avoir du très beau. Romain, pratico-pratique, prix d'entrée. On aura le temps d'en reparler, Laurence. Oui, on aura le temps d'en reparler. Non, mais on peut quand même. 20 euros. Voilà, 20 euros. Okay. Et autre nouveauté aussi, pour l'année prochaine, on avait peur de s'ennuyer, et du coup on lance. Cette année, on est le 3. Comment ? On est le 3 janvier. Exactement. Oui, mais c'est vrai. Ça passe tellement vite avec les fêtes, etc. Donc, grosse nouveauté aussi, c'est qu'on lance un nouvel événement co-localisé avec Rétromobile qui va s'appeler l'Ultimate Supercar Garage. L'idée, c'est de rassembler tout ce qui se fait de mieux en matière d'automobile, le classique à Rétromobile, les supercars modernes dans le cadre de ce nouvel événement. Bugatti, Ferrari, Pagani, Lamborghini, Lotus, Bentley, toutes les marques seront là. Et donc, 20 euros Rétromobile, et pour 14 euros de plus, vous pourrez découvrir tout ce qui se fait de mieux en matière d'automobile. Au Parc des Expositions de Paris, porte de Versailles. Et vous prendrez un axe qui fête aussi son anniversaire cette année, puisque le périphérique est né, parisien, est né en 1956. Il fête ses 70 ans. Sortie porte de Vanves ou porte de Versailles. Merci beaucoup, Romain. Romain. Pas dépasser le 50 km/h. Ça, on en reparlera cette année. Et surtout pas prendre la voie de covoiturage. Romain Grabowski, merci beaucoup. On aura donc l'occasion de vous inviter juste la semaine qui précède ce gros et beau salon Rétromobile que nous serons ravis de partager avec tous. Allez, dans quelques instants, on va parler de l'augmentation du prix des péages. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, on en parlera dans moins de 2 minutes maintenant. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et dans notre dernier quart d'heure, nous sommes bien sûr avec vous. Il va être midi dans quelques minutes. Mais juste avant, on va parler du paquet automobile de la Commission européenne. Toutes ces mesures destinées à accompagner l'industrie automobile. Mais tout de suite, peut-être la deuxième bonne nouvelle de cette émission, après avoir parlé avec bonheur de Rétromobile. On parle de l'augmentation du prix des péages. Et c'est avec vous, Pierre Chasseret. Bonne nouvelle. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, et que vous retrouvez également tous les matins très tôt pour sa chronique Ça roule sur Sud Radio du lundi au vendredi. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, bonne année. Bonjour Pierre. Bonne année Pierre. Bon alors Pierre, vous avez beaucoup bu en ces fêtes de fin d'année pour dire que c'est une bonne nouvelle en fait l'augmentation du prix des péages. Non, c'est moins. J'étais avec Laurence, donc forcément on a consommé beaucoup plus que la bagnole, donc forcément. Mais on est resté sur place, on n'a pas pris le volant. Voilà. Oui, augmentation des prix des péages comme chaque 1er février, mais cette fois-ci, une bonne nouvelle, c'est que ça va augmenter moins vite que l'inflation. C'est pas la première année, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on a ce type d'augmentation qui sont contenues. On est de l'ordre de moins de 1%, donc c'est 0 et des bananes. Donc c'est $1 pour l'automobiliste, et en soi ça rattrape un petit peu en termes de pouvoir d'achat. La vie augmente, mais le péage avance moins vite. C'est plutôt ça, c'est la bonne nouvelle entre guillemets. D'accord. Et même pour ceux qui pensent, parce que je vous ai entendu plusieurs fois parler de ça, que les sociétés d'autoroutes sont des voleurs, vous avez une analyse qui est un tout petit peu différente. Ouais, parce qu'en fait, ça c'est le. Même moi, je vais te dire un truc, Jean-Luc, quand j'ai commencé à 40 millions d'automobilistes, j'avais cette vision-là. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, et si je bossais un petit peu? Donc je me suis mis au boulot et j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se passait. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les tarifs des autoroutes augmentaient plus fort lorsque c'était entre les mains de l'État. Donc je me dis, tiens, premier indice, déjà, ça augmentait déjà tous les ans quand c'était l'État qui gérait. Et ça augmentait plus fort. Le deuxième point que j'ai observé, c'est que je me suis dit, mais aujourd'hui, on a un système où on a les meilleures autoroutes du monde. Elles sont dans un état de perfection d'entretien qui est impeccable. Normal, c'est des sociétés privées, savent gérer. Et puis le troisième point, et là ça fait la différence, c'est qu'on a tendance à oublier un petit détail. C'est qu'entre 40 et 45% du prix du péage
ce sont des taxes qui vont directement dans les caisses de l'État. Et vous avez bien entendu, c'est quasiment la moitié du prix du péage qui part dans les caisses de l'État. Donc imaginez ma tête maintenant quand j'entends un politicien dire « ouais, il faut renationaliser, vous vous rendez compte ?» alors que le premier gagnant de cette concession autoroutière à des sociétés privées, le premier gagnant, c'était l'État lui-même qui a trouvé le bouc émissaire pour dire « regardez, c'est pas moi, c'est les autres ». Et au final... Et au final, il bouffe 45% du ticket de péage, à rien faire. Donc c'est bien beau de taper sur les sociétés, sauf que les sociétés font le boulot, augmentent moins fort que l'État et payent 45% de taxes sur le montant du péage. Ben moi, je me dis qu'on n'a peut-être pas tout dit aux usagers. Voilà. On nous mentirait dans ce pays, ce qui est horrible. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Bon, autre chose qu'on va voir sur les routes en 2026, c'est les jolies plaques roses et c'est pas LGBT+. Non, c'était que pour Laurence, parce qu'un jour, elle me dit voir, elle m'a dit Pierre, ma voiture, j'aime pas du tout, les plaques, c'est pas beau, est-ce que tu aurais pas une idée? Donc du coup, non, trêve de plaisanterie, tous les véhicules équipés en plaques W, les plaques de véhicules neufs, véhicules importés, jusqu'à présent, elles avaient une date de validité. On pouvait pas les garder plus d'un certain temps reconductibles sur la route. Et il fallait les transformer en plaques définitives. Bon, ces plaques-là, du coup, il y avait des petits malins, des délinquants, leurs plaques qui restaient en W, et puis du coup ils recevaient pas les PV, et pire, quand vous achetiez un véhicule neuf après, vous receviez les PV de ce gars-là. Donc on a trouvé cette petite manœuvre qui est de faire une plaque spécifique, rose, on voit tout de suite la différence, et à droite, là où nous on a le département, eh bien les plaques roses auront une date de validité de cette plaque, ce qui permettra tout de suite aux forces de l'ordre d'identifier ceux qui tirent sur la corde. Je regarde, j'ai dépassé la date, je suis potentiellement un délinquant. Donc ça nécessite l'intervention des forces de l'ordre. Ça touchera pas les usagers comme vous, moi, parce que nous, on fait changer nos plaques, pas de problème là-dessus. Et puis, je vais vous dire, la plupart des concessionnaires s'en chargent pour vous. Ça va juste changer la vie du délinquant qui ne pourra plus passer à travers les mailles du filet. En tout cas, pas par ce biais-là. En tout cas, il sera un peu l'impression. Très visible. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Pierre. Bonne route à tous. Bientôt, bonne Pierre. Bonne année encore à vous tous et à vous toutes. Et puis on vous retrouvera évidemment, je le disais, tous les matins sur Sud Radio avec votre chronique Ça roule. Allez, à suivre, on va parler du paquet automobile de la Commission européenne. Sud Radio, on parle auto. Et tout de suite, on accueille Marc Brouchet, qui est président de la branche concessionnaire véhicules particuliers de Mobiliance. Bonjour Marc. Bonne année. Bonjour. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Ouais. Marc, une bonne année. Alors, on pourrait penser une très bonne année avec cette décision de la Commission européenne juste avant la fin de l'année de suspendre l'interdiction des ventes de véhicules thermiques en 2035. Mais quand on regarde dans le détail, c'est finalement pas une si bonne nouvelle que ça. Alors déjà, c'est un sujet qui tourne autour des normes café. Alors, pour que les auditeurs comprennent, il faut savoir ce que c'est, comment ça marche, pourquoi ça marche pas, et quelle est la nature des correctifs apportés par la Commission. Alors, les normes café, c'est un outil pour piloter la trajectoire de décarbonation du parc automobile avec un objectif de 0 émission de CO2 en 2035. La traduction concrète, c'est interdiction à la vente en véhicules neufs de véhicules thermiques en 2035. Alors ça marche comment ce truc ? Vous avez pour des périodes en général de 3 ans un objectif moyen de rejet de CO2 qui est exprimé en grammes par kilomètre et qui est assigné à chaque constructeur. C'est assorti d'une sanction financière extrêmement forte en cas de dépassement du seuil où les amendes peuvent s'élever à plusieurs milliards d'euros. Avec cependant une possibilité des constructeurs qui seraient dans l'impossibilité de satisfaire à leurs obligations de s'intégrer à un pool de CO2 constitué autour d'acteurs qui sont très en avance dans leur mix électrique. Oui, en gros, on achète des droits de polluer aux constructeurs qui font que de l'électrique. Je fais simple. Oui, pour faire simple, les constructeurs européens achètent des crédits de CO2 à Tesla et aux constructeurs chinois. Bon, alors au passage, on a une réglementation européenne qui est devenue totalement schizophrène, puisque d'un côté, on pénalise les importations de véhicules électriques en provenance de Chine par l'établissement de droits de douane très élevés, et d'un autre côté, on les subventionne via la vente de crédits de CO2. Alors, c'est quand même particulier, quoi. Oui, c'est vrai. Bon. Alors maintenant, pourquoi ça marche pas ? Alors, ça marche pas parce que la trajectoire de décarbonation telle qu'elle avait été envisagée par la Commission, c'est en 2021, elle reposait sur l'imposition du tout électrique en 2035.
Alors en termes clairs, la Commission avait refusé à l'époque aux constructeurs le principe de neutralité technologique pour atteindre l'objectif de décarbonation. Le problème, c'est qu'il y a 2 éléments qui n'avaient pas été anticipés par la Commission et le Parlement européen au moment de la mise en place du système. Ouais. Est-ce que les gens veulent acheter des voitures électriques ? C'est ça. Le premier élément, c'est la vitesse d'adoption par le consommateur de ce mode de motorisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à preuve du contraire, en Europe, nous ne sommes pas en économie administrée, mais en économie libérale. En économie libérale, c'est le client qui décide, comme l'électeur en démocratie. Alors, c'est peut-être pas le système idéal, mais comme nous disait Churchill à propos de la démocratie, c'est le moins mauvais de tous ceux qu'on a expérimentés. Ouais. Bon, en la matière, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le compte n'y est pas, mais alors pas du tout. Pour satisfaire à l'objectif CO2 de 2025, qui a été durci de 15% par rapport à celui qui était en vigueur jusqu'à la fin de 2024, il faudrait que la part des véhicules totalement électriques, des BEV, dans les ventes VN, soit d'environ 25% pour les véhicules particuliers, les bagnoles si vous voulez, et de 15% pour les véhicules utilitaires légers, les camionnettes. On cumule des 11 premiers mois de l'année en Europe. On est à 16,90 pour les VP, donc on est loin quand même. Véhicules particuliers. Ouais, en gros, parce qu'on a finalement plus beaucoup de temps, Marc. Gros, la trajectoire actuelle de l'augmentation des ventes n'est pas suffisante pour remplir les objectifs. On n'y arrivera pas. Et les 10% dont nous fait cadeau, entre guillemets, l'Europe, ça sera pas suffisant. En plus, le cadeau, moi j'ai fait un petit calcul, hein, les transports, c'est 25% des émissions de CO2 en Europe, les transports terrestres, 70% de ces 25%, et l'automobile, 60% de ces 70%. Voilà, le chiffre final, 10% de cadeaux, entre guillemets, ça représente 1,05% des émissions de CO2. Franchement, vous vous rendez compte le pataquès pour 1,05% d'émissions de CO2. Hein. Oui, mais au-delà de la traduction chiffrée immédiate, ce qui est important, c'est l'annonce d'un principe. De temps en temps, les effets d'annonce ont leur importance. Oui. Et là, le premier effet d'annonce, c'est valider la flexibilité et la neutralité technologique. Ouais, on a mis le pied dans la porte, en fait, qui était fermée auparavant. Ouais. On a supprimé l'interdiction à la vente des véhicules thermiques en 2035. Bon. Et quand vous faisiez état des 10% là, ça veut dire simplement qu'au lieu d'être en 0 émission en 2035, on va accepter d'être en moyenne à 11 grammes de CO2. Ouais. Mais ce qui laisse la possibilité aux constructeurs de développer des ventes de véhicules thermiques alternatifs, à minima les PHEV et les véhicules avec des range extenders. Mais dans une proportion, c'est pas que 10%. Il vous faut être à 11 grammes de rejet moyen de CO2, ce qui veut dire que vous pouvez, en l'état, vendre 20 à 30%, voire plus, de véhicules thermiques en 2035. Ouais, hybride rechargeable, oui. Bon. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, Marc. Oui, on vous réinvitera encore dans cette émission. Parce que Marc, il parle vrai. Oui, il parle vrai, c'est bien. Il a une concession du côté de Marseille, enfin plusieurs, et en plus, il est président de la branche concessionnaire véhicules particuliers de Mobiliance, et il parle vrai sans langue de bois. Lui aussi parle vrai, c'est notre ami Sylvain Resser. Merci beaucoup d'être venu, Sylvain, avec nous. Merci, Laurence. Merci Jean-Luc. Et puis, merci Sylvain. On rappelle le livre L'année automobile 2025-2026. Allez-y pour savoir tout ce qui s'est fait depuis cette année 2025-2026 en termes d'automobile on the world. On vous embrasse tous, on vous souhaite bien sûr une très bonne année. Merci à Quentin d'avoir réalisé cette émission. Et puis on se retrouve samedi prochain pour la deuxième de l'année 2026. Bon week-end.